Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Et oui, c'est une toute nouvelle émission qui s'entame comme ça du côté de la télévision communautaire de l'Érable. Alors, mon nom, c'est Lydia Jacques. Je serai l'animatrice d'une nouvelle émission qui s'appelle « Une communauté, un patrimoine ». Et nos premiers invités, vous les connaissez. Il s'agit de M. Bernard Boutin, Duvay-Boutin, le père, mais aussi son fils, Jean-Philippe. J'ai bien hâte de savoir ce que son fils a aussi à nous raconter. À tout de suite. Alors justement, le voici, M. Bernard Boutin. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Boutin, on va commencer tout de suite parce que premièrement, vous êtes notre premier invité avec cette première émission. Alors, vous faites partie d'une grande première aujourd'hui, l'émission Une communauté, un patrimoine. Alors, il fallait absolument commencer par vous, hein? Vous êtes d'accord? Ah, je sais pas. Moi, je pense que vous auriez pu trouver d'autres très bonnes personnes pour prendre les devants et répondre en premier. Oui, mais... Et faire la première entrevue. Oui, mais je me sens choyé. Oui, hein? J'espère. J'espère que c'est parce que je ne suis pas, je sais pas, trop vieux peut-être. Non, je trouve que vous On commence par ordre d'ancienneté, je voudrais pas. J'aimerais ça qu'on commence par les plus jeunes. Je trouve que vous paraissez très bien à la télé. Ah, merci beaucoup. Oui, je vous regarde là, dans mon petit moniteur. Ah, okay. C'est super. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, on va parler de votre entreprise. Oui. Ça m'intéresse grandement. J'aimerais ça savoir quel a été l'élément déclencheur pour dire « M. Bernard Boutin se lance comme entrepreneur » et appelé civil en plus. Ben, en fait, se lance comme entrepreneur, moi je dirais plus que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, c'est pas moi qui ai lancé l'entreprise, c'est une entreprise qui date de 1945. Moi, j'étais la 3e génération. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé comme étudiant alors que j'avais 14 ans. Alors, on faisait de la livraison ici localement. Puis en fait, il faut dire qu'à cette époque-là, les compagnies de courrier n'existaient pas. Donc, tout ce que vous voyez de petits colis n'existait pas. C'était les transporteurs, on dit transport de marchandises générales, comme nous, qui faisions ça à l'époque. Donc, tout ce qu'on pouvait trouver à Plessis-Ville et dans la région, je me rappelle, il y avait un ordre de livraison d'ailleurs qui était déjà prédéterminé. On livrait tous les garages à 8 heures le matin. Après ça, on livrait tous les magasins de détail et les pharmacies. Et après ça, on allait dans l'industriel. Donc, on avait tous les concessionnaires du secteur. Donc, il y avait des garages GM, par exemple. Il y avait Dubois qui est toujours là aujourd'hui. Il y avait Foran Auto également. Il y avait Pneus PR. Dans le secteur des pneus, il y avait quelques représentants dans les pneus. Il y avait Rousseau à l'époque sur la rue Saint-Laurent, donc on livrait tout ça. Et après ça, on tombait dans des magasins que les plus anciens se rappelleront, qui s'appelaient Farmer, qui s'appelaient People, qui s'appelaient ND&D. Je pourrais tout vous dire où ils étaient situés, mais c'est tous des noms qui sont disparus. Aujourd'hui, le ben People, aujourd'hui, c'est le Dollarama qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai fait ça, et il y avait de la peinture également. Donc, j'ai fait ça, moi, à l'âge de 14 ans. J'ai fait ça à l'âge de 15 ans. J'ai entendu parler d'affaires alors que j'étais à la maison, depuis que j'étais en âge de comprendre c'était quoi les affaires. Donc, j'ai grandi là-dedans, comme je le disais un peu plus tôt. Et après ça, ben, à l'âge de 16 ans, je suis devenu, encore par emploi d'été, conducteur de camion. Je faisais des livraisons en ville. La même chose que je viens d'écrire là, sauf que là, c'était le fun. Au lieu d'être assis, puis même, je l'ai dit d'une conférence à un moment donné, ce que je faisais à l'époque, on n'aurait plus le droit de faire ça aujourd'hui. Moi, j'étais assis dans la boîte du camion en arrière, je tenais la marchandise. Oh. Alors, il fallait que les enquêteurs de la CSST arrivent aujourd'hui, ils diraient plus jamais, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est ben trop dangereux. Alors, moi, j'ai fait ça, j'ai eu bien du plaisir à faire ça, mais j'ai eu encore bien plus de plaisir quand, à l'âge de 16 ans, j'ai eu le droit d'aller m'asseoir dans le camion en avant, mais surtout, à gauche, à la place du chauffeur. Là, c'était le fun. Fait que là, je suis parti avec ça. J'ai fait ça l'été de mes 16 ans, l'été de mes 17 ans. Après ça, grande promotion à l'été de mes 18 ans. Là, j'avais le droit de conduire un camion remorque. Mais il y avait une contrepartie à ça, c'est qu'il fallait par contre que j'aille faire du chargement de l'ampoule. Et le chargement de l'ampoule, à l'époque, c'était manuel. Donc, c'était des sacs aujourd'hui de 25 kg, dans le temps, des sacs de 50 livres. C'était 1000 sacs par remorque. Puis là, on chargeait à 2 hommes 6 ou 7 remorques par jour. Mais mon plaisir, c'était de dire que quand que je me rendais, ben là, c'était moi qui amenais la remorque, camion remorque. Puis quand je revenais, ben là, encore, j'avais hâte d'avoir fini le chargement pour m'en venir avec aussi. Alors, j'ai fait ça à l'âge de 18 et 19 ans. Et après ça, à 20 ans, ben là, ça a été mon purgatoire. On m'a dit, ben là, c'est le fun des jobs d'étudiant. Il en reste d'autres à faire, mais là, les prochaines vont être dans le bureau. Oh. J'ai dit, OK, si c'est un passage obligé, on va y aller. Fait que là, j'ai rentré au bureau à l'âge de 20 ans. 21 ans, puis là, on m'a appris à faire toutes sortes de choses. J'ai appris, puis même dans le temps que j'étais chauffeur,
Je suis rentré par des soirs faire de la facturation. Je donnais un coup de main. Des fois, le matin, il y avait des gens en vacances. C'était difficile de les remplacer parce que compte tenu de la quantité qu'on était, une personne qui faisait ça de soir ou de nuit, mais là, moi, j'ai appris, on me l'a montré. Je lui ai donné un coup de main. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui laissait la route, qui était au ventre, qui venait faire ça. Puis moi, je lui ai donné un coup de main. Puis étant donné que j'avais appris assez vite à l'école à faire de la dactylographie parce que je savais que j'en aurais besoin un jour pour mes travaux scolaires, bien là, ça servait également à faire de la facturation. Donc, je faisais un petit peu toutes sortes de choses. Puis j'ai appris comme ça sur le tas, puis j'ai grandi avec. Et de là, en devenir propriétaire, il y a eu quand même du chemin là, qui a été parcouru. Ouais, ben un jour, je sais pas à quelle époque, là, j'avais demandé à mon père, je voulais aller en affaires. Puis j'ai demandé, ben ça serait quoi peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire un jour pour aller en affaires? C'est dans quoi je pourrais étudier? Comptabilité, je connaissais même pas ça, je connaissais rien, mais ben, il dit peut-être que tu pourrais étudier en comptabilité, là, en faisant référence à nos vérificateurs externes. Bon, il dit ok, on va regarder ça. Fait que finalement, j'ai fait le cheminement au cégep en sciences administratives. Après ça, je me suis retrouvé à l'université de Sherbrooke. J'ai été là 3 ans. Après ça, à l'époque, là, on appelle ça maintenant DCPA. C'est tout à fait nouveau d'il y a un an, mais dans le temps, c'était des comptables agréés. Alors, pour les comptables agréés, il fallait faire un stage de 2 ans. Donc, après l'université, je suis parti 2 ans en stage chez un employeur à Granby. Et après, je m'étais donné le temps d'un stage. Donc, j'ai tiré un petit peu plus parce que je me suis dit que 24 mois, c'était pas juste. Pour celui qui m'avait donné la chance, ça fait que là, j'ai dit, je vais être bon joueur. Moi, étirer le temps un peu. Puis finalement, j'ai dit après 30 mois là, que je serais mieux pour faire autre chose. Et là, j'ai cogné aux portes. Puis là, j'ai dit, je serais prêt à revenir. Et là, on a dit oui. Et là, mais là, il y a une question qui se posait. Moi, j'ai donné le notice un mois avant. Puis là, 2 semaines avant, j'ai dit à mon père, j'ai dit, bon, déjà, j'ai dit, je suis prêt à m'en venir. Mais je vais faire quoi? Les opérations, j'ai pas mais les opérations en termes de répartition ou directeur de. J'étais tout petit encore une fois, donc il n'y avait pas de directeur d'eux, c'était plutôt contre-maître d'eux. Mais en tout cas, bref, je n'avais pas été répartiteur, mais j'ai dit, tu n'as pas besoin de répartiteur ou personne aux opérations. Comptabilité, tu as quelqu'un. Je ne prendrai pas ta place non plus. Je fais quoi? Ben, il dit, viens-t'en, on va trouver quelque chose. Ah, correct. Fait que je me suis amené. Puis là, je me suis installé sans trop savoir ce que je ferais. Donc, étant donné que j'avais des antécédents de comptable, je me suis installé là-dedans. Puis là, j'ai dit, bon, on va rebâtir la structure comptable, on va sortir des états financiers mensuels. Au lieu de les faire à l'externe une fois ou 3 mois, bon, là, on les aura au mois et à l'interne. Alors, je me suis fait la main là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai participé à des discussions de prix alentour de pour certains renouvellements de contrats. Après ça, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, il serait temps que tu viennes faire de la route. Il faudrait que tu vois c'est quoi un peu des clients, puis rencontrer des clients. Bon, j'ai dit, OK. Comment ça marche? Ben, ils ont dit, embarque, puis on va te le montrer. Fait que là, j'ai embarqué, puis j'y ai été. J'ai participé à toutes sortes de choses, à toutes sortes de discussions. Puis, bref, à un moment donné, moi, je me rappelle que de la manière que ça s'est passé, la relève en tant que telle, c'est un peu... Mon père, c'était pas le genre de personne à faire des annonces comme on voit... dans 99,9% des cas, c'est-à-dire je vous annonce que monsieur un tel ou que mon fils va devenir vice-président d'ADU ou président d'ADU. Donc, c'était pas son genre. Ou que je prends ma retraite. Oui, mais il était tanné. Si moi, il m'avait lancé un signal fort, j'étais encore au cégep. Oui. Puis il m'avait même dit, puis là, ça avait mis un peu de pression, il a dit, si t'es pour étudier toute ta vie, fais-moi donc signe tout de suite. Puis là, je me suis dit, il m'en reste 3 à l'université, puis un stage avec ça. Puis là, je n'étais pas sûr si j'aurais le temps de finir avant que lui décide de finir. Alors, je sentais un peu de pression, puis je sentais que ça s'en venait. Alors, bref, quand il est arrivé, il était mûr, en tout cas, pour le laisser. Puis à un moment donné, on avait une grosse commande de remorques à passer. On achetait une remorque par année. Aujourd'hui, on achète ça à coût de 30, 40, 50, mais dans le temps, c'était une de temps en temps, même pas par année. Puis là, c'est une commande de 4 remorques. Ça, c'est une autre chose qui m'a appris, comment commander de l'équipement, comment bâtir des spécifications, parce qu'il faut savoir, c'est pas comme une auto, là, que c'est tout prêt d'avance. Il faut décider tout ce qu'on met comme composant, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, il me demande. Puis à un moment donné, on arrive pour les remorques, puis on commence un peu avant dîner.
Puis lui, mon père, c'était sacré. À midi, on mange, puis à 5 heures, on mange, puis on commencera à 1 heure, puis on ne recommencera pas après 5 heures, ça va être fini, puis ça va le lendemain matin. Alors, midi arrive, midi pile, bon, il dit, on passe à d'autres choses, puis on s'en va. OK. Fait que là, on revient après. Puis là, il n'était pas facile à arrêter. Il se promenait d'une place à l'autre, puis il aimait ça être sur le plancher, puis aller sur l'entrepôt, puis voir comment. Là, je disais, on a commencé à regarder une commande de remorque, il faudrait peut-être finir, là, puis il dit, capable de finir ça? J'ai dit, oui, mais c'est parce que là, j'ai dit, tantôt, ça va être beaucoup d'argent, là. Il dit, si t'es pas capable, là, tu seras jamais capable. Ah! Okay. Et vous aviez quel âge à cette époque? Oh, je devais avoir, j'avais pas 30 ans sûr. Alors moi, je suis arrivé ici au printemps 83, pour être précis. D'après moi, ça se passait aux alentours de 84 ou 85 maximum. Puis ça, cette phrase-là est revenue à quelques reprises, dont une fois, et l'autre fois qui a été peut-être la fois décisive, c'est quand un jour, on m'apprend environ, en début de semaine, que mes parents quittaient la fin de semaine qui venait pour la Floride. C'était normal qu'ils partent en Floride à l'occasion, puis c'était jamais bien long, c'était à peu près 2 semaines de la fois. Et là, j'ai dit, j'entends dire que tu t'en vas en Floride en fin de semaine. Oui. Ah, quand est-ce que tu reviens? Mais là, il me sort une date qui était comme 6 semaines au lieu de 2 ou 3. Première question que je pose, j'ai dit, qui va s'occuper de ça pendant que tu ne seras pas là? Il dit, si tu n'es pas capable là, tu seras jamais capable. Quel défi? Ça fait que c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Puis là, j'ai expérimenté toutes sortes de choses, puis c'est comme ça que qu'on a pris la relève. Mais le fait du transfert, finalement, du père au fils, ça aussi, le transfert, finalement, est-ce que c'est plus facile ou comment ça se passe, ouais? C'est-à-dire que... êtes-vous le seul enfant oui, de moi, la famille? Je suis unique. Voilà. C'est ça. Okay. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a une facilité à ce niveau-là. Parce que là, il n'y a pas de... il y a une facilité à ce niveau-là, mais je dois dire que moi, j'ai été très gâté, je l'ai déjà exprimé. C'est que il y avait... Comment je vous dirais? Simplement, c'est de dire que ce qui était à eux était à moi. C'était comme ça qu'ils le voyaient. Mm-hmm. Alors, c'était toujours le livre ouvert, c'était toujours le livre sur la table, puis comment tu vois ça, puis on va faire ça comme ça, puis c'était toujours comme ça que ça se passait. Quand on parlait de planification, des fois plus personnelle, j'ai déjà demandé devant des professionnels, là, je vais sortir le temps que vous réglez aux affaires. Non, reste assis là, puis tu vas voir comment que ça marche. Puis, alors, ça a été assez facile dans mon cas, à ce niveau-là. Puis j'ai même rencontré des gens dans ma vie, il y a plusieurs années même, à qui je racontais ça. Puis ils me disaient, t'es bien chanceux, parce que nous autres, on a été obligés de le racheter. Puis là, il a fallu aller se financer. Puis des fois, il y a une complexité en arrière de ça. Une complexité que je comprends d'ailleurs. Il y a des gens qui vont avoir besoin aussi de leurs sous, que c'est leur fonds de pension, que c'est leur retraite, dépendamment du contexte de chacun. Puis comment qui ont vécu, etc., etc. Donc, il y a tout un contexte alentour de ça, mais moi, je qualifie avoir eu probablement le plus beau. Mm-hmm. C'est assez rare et exceptionnel ce que moi j'ai eu à vivre, mais avec beaucoup de respect en même temps. Je faisais rien sans me demander. J'ai jamais essayé d'aller plus vite qu'on m'a autorisé à le faire, même si les portes étaient grandes ouvertes. Mm-hmm. Moi, je demandais, est-ce que je peux? Est-ce que tu es d'accord? Je me rappelle d'avoir acheté une auto un jour. J'ai dit, es-tu d'accord avec ça? Es-tu mal à l'aise avec ça? Puis il m'avait donné des réponses. Mais c'était comme ça. Alors que j'ai déjà entendu parler de contexte, même dans les années 40, là, il y a des contextes, des fois qu'on peut remonter loin dans le temps, où qu'il y a eu des petites batailles à l'intérieur des familles, parce que quelqu'un voulait prendre le contrôle, puis le patriarche, à un moment donné, est arrivé, puis ça fait que ça l'a existé, ça existe encore aujourd'hui, et ça l'existera plus tard également. Alors, mais moi, mon contexte où j'ai pris le relève, c'est comme ça. Voilà. Mais le transfert, en même temps, au niveau des employés, par exemple, on vous a comme accepté aussi facilement, parce que ça faisait longtemps que vous étiez déjà dans l'entreprise. Ça n'a pas été si facile que ça. C'est-à-dire que, ça a été facile d'une certaine façon. C'est un changement. Hein? Premièrement, c'est un changement. C'était une toute petite organisation avec peu de personnes.
Mais la partie qui n'était pas facile, c'est qu'en même temps, les gens qui dirigeaient avaient tous l'âge de mon père, sinon plus vieux. Donc ça, c'est facile de dire longtemps après, ah, dans ton temps, c'était plus simple, puis c'était d'autres. Non, c'était pas simple. Il y avait d'autres enjeux. Par contre, il est arrivé des gens qui ont dit, ben moi, je tire ma révérence, moi, je décide de prendre ma retraite, moi, je me vois pas à l'aise là-dedans. Puis il y a d'autres cas où on est obligé de passer à autre chose. Il y a d'autres cas où finalement, ben, on ne pouvait pas s'entendre, puis il y a des choses qui sont arrivées. Donc c'est des histoires d'entreprise qui existent dans toute entreprise, mais il faut faire notre place. Puis effectivement, une équipe donnée avec un dirigeant donné à une époque, ça ne veut pas dire que ça va complètement épouser la philosophie ou la façon de faire du prochain dirigeant. Puis règle générale, puis fort probablement que ça va arriver ici encore, mais il y a toujours des époques dans la vie, je pense bien que si c'est pas tous les dirigeants, ça doit être bien proche, là, on vieillit tous de la même façon. Il arrive une époque où on veut défoncer à peu près toutes les portes, puis il arrive une époque où on s'assagit un peu, puis on veut moins défoncer des portes. Et quand la relève arrive, bien, la relève, peut-être qu'elle est plus fringante, et plus vite. Fait que là, est-ce que le style de gestion ou d'équipe va aller de pair avec le nouveau style de gestion? Je pense que c'est des cycles normaux, ça, en entreprise. Ça va toujours exister. Oui, donc vous avez, en étant là, avec un poste de direction, donc votre but, c'était de prendre de l'expansion, c'est certain. Oui, d'aller toujours plus loin. C'est exactement ce qui m'est arrivé, puis c'était contre ça que je me suis battu. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, je voudrais faire telle chose. Mon père me disait, ben là, tu peux pas faire ça parce que, puis ce qu'il me disait à toute minute, tu vas faire quoi avec Montréal? Montréal, on avait un terminal dans l'est de la ville, puis les remorques étaient stationnées vis-à-vis des portes, puis quand on fermait la clôture en avant, ça fermait juste en avant des camions. Il n'y avait pas de place à en mettre juste un de plus. Fait que c'était toujours la même réponse. À un moment donné, je travaille sur d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas faire avec Montréal? Puis là, je me suis choqué, j'ai dit, Montréal, on va le régler. Tu vas régler ça comment? Je sais pas, j'ai dit, on va le régler. Fait que finalement, de fil en aiguille, je suis venu à bout de vendre ce qu'on avait à la ville de Montréal. Puis à un moment donné, je suis revenu, j'ai dit, j'ai trouvé un acheteur. Il me dit, qui? J'ai dit, la ville de Montréal. Il dit, tu as trouvé ça comment? J'ai dit, je l'ai trouvé de telle façon, mais j'ai dit, bref, ça marche. On va vendre, puis on va aller ailleurs. Fait que finalement, on a vendu. On a acheté un autre endroit. Puis quand on est arrivé à l'autre place, ben là, je me rappelle le premier matin, on était debout dans l'entrepôt, les portes ouvertes, puis on regardait vers la cour, puis là, on regardait. Puis là, la cour était vide. Parce que là, on n'avait pas amené encore. Puis même si on avait eu le temps de se déménager un petit peu, on a eu à peine quelques remorques. Puis on se regardait tous les deux, là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, je sais pas comment on fait pour payer ça, par exemple. Les grands. Oh! Puis mon père avait toujours pas mal de philosophie. Il m'a dit, on va faire comme d'habitude. Il dit, tu vas t'arranger avec ça, puis ça devrait marcher. Fait que finalement, de fil en aiguille, ben, on a grandi. Puis ça, c'était en 1985. La même histoire s'est répétée à la fin des années 90, 99. On fait quoi avec ça? On plie bagage, on ferme, on vend. Puis on a déménagé, puis on a reconstruit sur la Rive-Sud. Donc c'est un cycle normal. Oui. Mais c'était quoi les problèmes de l'époque pour dire on ferme, on vend? C'était l'expansion. C'est que là, après avoir réglé, pour revenir à la question de tantôt, effectivement, c'est qu'après avoir réglé le problème d'espace à Montréal, ça nous permettait de prendre de la clientèle dans notre région qui nécessairement amenait un volume du côté de Montréal parce que tout ce qu'on prenait comme clientèle d'ici, c'est plus vers Montréal, Toronto que ça se passe. Puis ça, c'est vrai pour toute la province au complet. Ce sont les centres d'affaires qui veulent ça et qui sont situés dans ces endroits-là. Donc, quand on prenait du volume additionnel, ben, si on amène ça vers Montréal, ça prend un terrain, ça prend une course, ça prend du personnel, ça prend un entrepôt pour être capable de recevoir ce volume additionnel-là. Ça a été la même chose quand Glengarry a fait faillite dans les années 80 du côté de Victoriaville, puis qu'on a pris la place à leur place chez Sodico, entre autres, qui était un de leurs gros clients. C'est encore pareil, ça prenait de l'espace. Bien là, on avait cet espace-là. Sinon, on aurait été très, très, très limité. Donc, c'est ça que ça l'a amené. Ça nous a permis de prendre l'expansion. Ça nous a permis d'ouvrir nos portes. Ça nous a permis à une époque, moi, à mon époque, dans les mêmes années, dans les années 80, il y avait 3 parcs industriels en compétition dans la province de Québec, que certains se rappelleront. Quand on parlait de grands projets qui s'en venaient au Québec, il y avait toujours les 3 mêmes pôles en compétition. On disait, bon, telle industrie là, qui s'en vient et les rumeurs sont
pour le nom de l'industrie, mais on ne sait pas où ça va aller. Donc, ça peut aller à Bécancour, ça peut aller à Montréal-Est, à l'époque, dans le coin des raffineries, parce que c'est un coin que Montréal voulait développer, ou c'était Bromont, où il y avait un grand parc industriel avec IBM qui était là, entre autres, quelques autres, puis Hyundai à l'époque, qui construisaient des autos, mais qui ont fermé depuis le temps. Alors, c'était les trois grands pôles. À un moment donné, je regardais ça, puis j'ai dit, bon, ben, des trois grands pôles, lequel est le plus proche? Puis il y en avait un qui était à 42 000 d'ici. Ben, j'ai dit, Bécancour, ça serait pas bête. Fait que finalement, on est venu à bout d'acheter une entreprise qui desservait Bécancour. On est venu à bout de rentrer à l'intérieur du réseau des alumineries et de prendre la croissance avec ça. Donc encore là, un peu plus d'expansion, un peu plus d'espace qu'on avait besoin du côté de Montréal et ainsi de suite. Ben c'est ça, faites-nous une image géographique un peu. Véboutin, c'est où là? Il y a quand même plusieurs endroits. Véboutin, le siège social est toujours localisé au même endroit, sur le même coin de rue qu'en 1945. La seule différence, c'est que le bureau, au lieu d'être au coin Savoie-des-Érables, il était au coin Savoie-Bélanger. Ça a bougé de quelques pieds seulement, là, parce qu'à l'époque, la maison de mon grand-père était là, le petit garage attenant. Donc, ça a toujours été là. On a toujours été dans la grande région de Montréal. Pour les raisons que j'ai mentionnées d'expansion, on a bougé dans la région de Montréal, mais mon grand-père était là depuis les années 50. C'est lui qui avait bâti un terminal en 1962. Puis, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là que j'ai pas beaucoup connu, mais aller construire un terminal de transport en pleine ville de Montréal dans les années 60, disons qu'il n'avait pas tant que ça qui avait fait ça. Et donc là, on a bougé beaucoup. Québec, c'est la même chose. Québec, en 2007, on a reconstruit sur la Rive-Sud. Toujours les mêmes histoires qui se répètent. On commence petit, on bouge, on change d'endroit, puis bref, puis là, à Québec, on était locataire, mais étant donné qu'il n'y avait plus de place à louer qui pouvait nous recevoir, ben là, on a décidé de se construire. Donc aujourd'hui, ben, c'est le Québec au complet avec certains points. On a une base aussi à Jonquière. On est installé aussi en Abitibi. On est installé du côté de Toronto, dans le Grand Toronto. On est installé aussi dans le sud-ouest de l'Ontario, dans le secteur de Leamington en Ontario, donc qui est près de la frontière avec le Michigan. Boutin, c'est quoi? C'est la province de Québec en transport général, en petites marchandises qu'on appelle du LTL, du lot brisé. Donc, c'est ce que les compagnies de courrier ne font pas. Donc, immédiatement après eux, ça, c'est notre créneau, jusqu'à la charge entière. Prendre un plein voyage, comme par exemple de rentrer un plein voyage qui vient de la compagnie Showbase au magasin IGA ici. Donc, plusieurs fois par semaine, Princeville, Plessisville, bon, ça, c'est de la charge entière. On dessert également l'Ontario. On dessert aussi un peu les États-Unis. Puis on fait ce qu'on a également quelques contrats privés avec des expéditeurs qui, des fois, ont leur nom directement sur nos remorques. Là, on est moins visible dans le sens qu'on ne verra pas nos couleurs traditionnelles, notre nom, mais on est présent sur la route. Donc peut-être que vous croisez un camion marqué avec un autre nom dessus, mais c'est peut-être encore nous qui sommes aux commandes. Aux commandes, voilà. Maintenant, ça veut dire combien d'employés en tout et partout? En tout et partout, on a 500 personnes. Donc, ça varie toujours un petit peu dépendamment des saisons, là, mais on est à 500. Maintenant, le marché, hein, dans ce monde-là, le monde du camionnage, entre autres. Alors, comment vous trouvez le marché actuellement? Le marché actuellement est difficile. Lorsque je rencontre d'autres entreprises, d'autres propriétaires d'entreprises dans le même domaine, je dirais que le marché est difficile. Mais ça a toujours été le transport vu, et je crois que c'est encore vu, comme un baromètre de l'économie. Souvent, les gens nous demandent dans le transport, vous autres, comment ça va, puis ça leur donne une bonne idée des statistiques qu'ils vont lire dans 3 mois, parce que naturellement, il faut ramasser de la donnée, puis on comprend que les économistes ne peuvent pas avoir ça sous la main comme ça. Alors, depuis le début de l'année, ce qu'on voit, c'est que c'est chancelant. Puis je dirais que quand on a déjà parlé de la fameuse économie en montagne russe, qu'on aurait peut-être, il appelait ça un double D, là, oui. Comme un W. Là. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on a eu. On sent que l'économie n'est pas au beau fixe. On peut avoir une belle semaine ou un beau 2 semaines de suite, puis tout d'un coup, oups, ça retombe. Alors, c'est assez difficile. Deuxièmement, c'est un marché qui est très compétitif. C'est le secteur des services. Alors, c'est pas comme quelqu'un qui doit aller se construire une usine, puis acheter de la machinerie, puis investir énormément de millions et rentrer dans un marché pour faire du mobilier, pour faire
toutes sortes de choses comme les choses qu'on transporte, puis même il y a des niches qui sont inatteignables parce que c'est strictement de la multinationale qui sont là. Dans le transport, ben, vous avez toute catégorie de joueurs. Là. Vous avez des petits joueurs, vous avez des moyens, vous avez des très gros. Puis nous, on est au milieu de tout ça, puis il faut faire notre place. Puis d'ailleurs, dans les défis qu'on a eus, mais c'est comme probablement les autres types d'entreprises, c'est de toujours se renouveler. Je racontais pas plus tard qu'hier à des gens que à l'origine, nous, ce qu'on avait ici, c'est du transport de textiles, c'était du meuble dans la région. Ben, il n'y a plus de textile, ça fait longtemps. Il n'y a plus de meubles, ça fait longtemps. On a développé avec la compagnie Forano pendant des années, c'était probablement notre plus vieux client à l'origine, où on a transporté beaucoup de choses pour eux autres sur la Côte-Nord, c'était de l'équipement forestier qui construisait. Ça l'a arrêté, ça aussi. Là. Donc, tout ça mis en scène, a fallu constamment se renouveler, s'attaquer à des nouveaux marchés. C'est un éternel recommencement. Et avec une compétition qui est très féroce, puis naturellement, ben, on vit aux dépens de l'économie. Voilà. Maintenant, comme au Québec, est-ce que, je ne sais pas, on sait qu'il y a beaucoup l'industrie, l'économie, en tout cas du côté du nord du Québec. Est-ce que vous envoyez quelques camions aussi de ce côté-là? On y va à l'occasion, mais disons c'est encore quelque chose qui bat de l'aile, ça. Okay. Ça a parti très fort, mais c'est quelque chose avec les dernières déclarations politiques qui ont fait en sorte que ça a reculé beaucoup. Il y a des mines qui avaient des grands projets d'annoncer, il y a des mines qui ont reculé. Donc, il y a des gens qui ont commencé à y aller un peu, qui s'étaient installés, mais ça va fort probablement revenir. Mais au moment où on se parle, je dirais que c'est plutôt tranquille, mais nous, on n'a pas choisi de se lancer dans ce créneau-là. On a décidé de rester pas mal dans les créneaux où on était. Voilà. Maintenant, votre épouse aussi s'implique, hein? Oui. Mon épouse est à l'intérieur de l'entreprise depuis, je dirais, à peu près dans les mêmes années que moi. Peut-être 1 an ou 2 après maximum. Elle travaillait aux douanes, aux frontières, quand je l'ai connue. Quand elle est arrivée dans la région, elle a travaillé aux douanes, au bureau des douanes de Victoriaville. Et puis, après ça, elle est venue prendre la place que ma mère occupait finalement au bureau. Donc, s'occuper des payes administratives, tout ce qui était volet ressources humaines, mais administratif. Il y a des gens qui faisaient tout ce qui était volet chauffeur, mécanicien, employé d'entrepôt, etc. Mais tout ce qui était employé de bureau, ben c'est ma mère qui faisait ça. Et mon épouse, France, a pris cette relève-là depuis ce temps-là, plus d'autres dossiers administratifs alentour de ça. Un dossier important, c'est les enfants aussi. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 garçons. 3 garçons qui sont impliqués tous dans l'entreprise? Non, les 3 garçons ont des niches tout à fait différentes. Oh. Le premier qui est avec moi depuis 2009, lui, il a suivi exactement les mêmes plates-bandes que son père. Il m'a même joué un tour parce que quand il m'avait amené à l'université pour visiter les facultés, j'avais fait promettre qu'on allait en avoir au moins 2. J'ai dit, j'espère qu'on va aller ailleurs qu'en administration pour être un petit peu original. Puis finalement, ben, on est rentré dans la faculté d'administration. J'ai dit, OK, c'est quelle la prochaine? Ben, il dit, il n'y en aura pas d'autre. J'ai dit, c'est pas ça qu'on avait convenu. Alors, Jean-Philippe a fait ses cours pour devenir comptable agréé, a travaillé à l'extérieur, parce que ça existe toujours d'être obligé de faire des stages à l'intérieur des bureaux de comptables avant d'obtenir le titre professionnel. Et en 2009, à l'été 2009, il est revenu ici à temps plein et il a pris sous son aile la direction du département de prix de revient. Mon deuxième garçon, Alexandre, lui qui est un modèle 88, alors Alexandre a 25 ans, et Jean-Philippe, ça fait 29. Alors, 25 ans, lui, c'est un chef. Donc, il a fait ses cours professionnels en cuisine. Oui. Et puis lui, il a une cuisine compliquée un peu. Alors, il a fait ses cours professionnels en cuisine. Il a travaillé dans des restaurants réputés en stage dans la région de Québec, comme le Saint-Amour, entre autres, et quelques autres. Il s'est tapé quelques concours. Puis je dirais en parenthèse que dans notre région immédiate, je ne sais pas si les gens le savent, mais on a de très grands chefs en devenir, parce que j'ai découvert un jeune de Plessisville qui s'en va en Allemagne pour représenter le Canada lors d'une remise de prix qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Québec. Alors, Alexandre, lui, s'en va faire un stage de 6 mois
dans un grand restaurant en France qui est un relais château là, dans le secteur de l'Aguillole. Puis mon dernier, Carl, qui a 17 ans, qui aura 18 ans à l'été, lui est en soins infirmiers. Carl a toujours rêvé de sauver le monde. Alors, infirmier, policier, pompier, ça tournait toujours alentour de ça. Mais finalement, bref, là, il est dans ses cours de soins infirmiers. Et tout son entourage et des gens qui sont dans le domaine, ils ont dit « Toi, tu ne manqueras pas de travail. » Bon, ben là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer une belle retraite quand même. Hein? Vous ne manquerez pas de bouffe. Non. Vous allez être soigné. Oui. Hein? Et vous avez quelqu'un qui va s'occuper aussi de l'entreprise. Et voilà. Hein? Alors, c'est bon, d'où la vie. La vie sera encore très belle pour les années à venir. Et c'est eux qui ont choisi. Voilà. Mais le transfert, on va parler un petit peu de Jean-Philippe, Oui. parce que tout à l'heure, nous allons l'entendre aussi à la télévision. Est-ce que ça s'est bien fait aussi, la complicité que vous aviez peut-être avec votre père? Est-ce que c'était peut-être... Est-ce qu'on peut comparer? On peut comparer, mais il y a une chose qu'on ne peut pas comparer, c'est malheureusement ce qui peut arriver à certains entrepreneurs. Puis j'ai vu quelqu'un de la Caisse de dépôt et de placement qui était venu nous parler à un groupe restreint à Victoriaville de chefs d'entreprise. Il y a une manière de faire les choses maintenant, et surtout quand l'entreprise est plus grande. L'erreur que font souvent les chefs d'entreprise, c'est de dire, je l'ai fait, moi, il va le faire, il est capable. Alors, il faut comprendre que le contexte, à mon époque que j'ai décrit, j'ai dit que c'était tout petit. Il y avait quelques employés dans le bureau. On était 8-9 peut-être. C'était une secrétaire, c'était un commis de bureau, c'était des choses semblables. Aujourd'hui, on est 8 directeurs alentour de la table qui dirigent chacun des départements, puis il y a 500 personnes. Alors, ça n'a plus rien à voir avec l'organisation du temps. Et ça, il faut s'en souvenir. Moi, je m'en souviens, je le sais. Il y a des gens qui ont et j'ai des cas précis en tête où les gens ils ont dit il va être capable, mais des personnes qui connaissaient les plus jeunes, qui ont découvert que le jeune s'était découragé, puis là, j'ai envoyé une boutade en disant, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réalisé que le temps avait passé, que c'était beaucoup plus gros? Ils ont dit c'est à peu près ça. Donc, ils ont demandé aux jeunes d'y aller. Donc, la façon de faire, c'est que Jean-Philippe a commencé par diriger un département, et il y a un plan de relève qui a été établi. Donc, Jean-Philippe va faire une tournée, puis toutes les portes sont ouvertes. Ces portes à lui sont ouvertes aussi, autant sur le plan géographique que sur le plan des expériences à acquérir. Et là, ça va être d'aller dans différents secteurs d'activité. Puis là, après avoir fait, on a 3 ans et demi, je dirais, grosso modo, en prix de revient, là, il va aller plus du côté des opérations maintenant. C'est ce qui a été convenu avec le directeur des opérations ici. Alors, ça va être une autre étape. Est-ce qu'il y aura d'autres étapes sur le plan géographique? On ne sait pas, parce que là, on dit qu'on est à Plessisville, on est aussi à Boucherville, on est aussi à Saint-Nicolas, donc, bref, dans la région de Montréal, dans la région de Québec. Ça peut être Toronto, ça peut être n'importe où. Mais je pense qu'un plan de relève, ça doit se bâtir, ça doit se planifier, si on veut se donner les chances de réussir. Oui, la pérennité donc de l'entreprise, ça prend absolument ça. Et voilà. Voilà. La belle fierté du V-Boutin, moi je sais que vous êtes beaucoup impliqués. On entend V-Boutin, des équipes de hockey aussi qui performent très bien. Ça, c'est votre côté généreux en même temps. Hein? Je pense que quand on reçoit, quand on a reçu, quand la vie nous a donné, il faut redonner à la vie. Alors, il y avait une tradition qui date de la génération d'avant moi de s'impliquer dans les clubs sportifs, tradition que j'ai maintenue. Ça a été facile de la maintenir. Puis, c'est pas parce que mes enfants ont joué au hockey, j'en ai aucun qui a joué au hockey, à peine peut-être au collège, là, mais nullement compétitif. Ça a été des skieurs. Donc, ça a été des skieurs de compétition, ça a été des entraîneurs dans des clubs de compétition, mais ça n'a pas fait de hockey. Par contre, nous, le siège social est situé à Plessisville. Puis, j'ai pas toujours remarqué ça, mais disons qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai remarqué, par la disparition de certaines entreprises de notre coin, comment c'était important d'avoir une entreprise du coin qui était basée dans sa région, dans sa ville, et qui redonnait dans sa région. Parce que quand l'entreprise disparaît et appartient, l'entreprise peut demeurer physiquement, mais peut appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il va peut-être être basé à Montréal, à Toronto ou à quelque part aux États-Unis. Et ça va être louable aussi. Va redonner à son milieu, mais à son milieu là où le siège social est situé. Alors nous, on se fait un devoir de redonner dans notre milieu, mais dans un milieu qui n'a pas de frontières.
ça c'est important que les gens le retiennent, c'est pas Plessisville seulement, c'est notre belle et grande région Érable-Bois-Franc. Puis moi, personnellement, j'ai beaucoup de malaise et de misère à avoir des frontières qui se dressent entre des petites villes, entre des MRC, quand je vois des clients qui achètent en Chine, quand je vois nos camions qui circulent partout en Amérique. Moi, je pense qu'il faut ouvrir nos frontières et dire on a une très belle grande région, Arthabasca-Érable. On met tout ça ensemble et on investit dans notre région, on laisse notre argent ici. Puis je peux vous dire que d'autres belles entreprises du coin qui font exactement la même chose, mais sans élever des petites frontières de clochers et de paroisses. Et ça, je pense que ça n'a pas sa place. Mais quand l'entreprise est là, bien, tant mieux. Puis tant mieux si elle pense investir dans son milieu, parce que les autres feront la même chose, mais du côté de Montréal, puis on les laissera faire ça. Mais je pense que l'argent que nous, on gagne ailleurs, il faut la ramener ici, puis en faire profiter les gens d'ici. Et on sauve notre économie locale. C'est important ce que vous venez de dire. Exactement. En guise de conclusion, est-ce que vous vous ennuyez du camionnage quand même, vu que vous avez commencé comme ça? Le volant, lui, qu'est-ce que vous en faites maintenant? Non, parce que j'ai réussi à faire rire de moi un petit peu avec ça. Ah? Oui, les camions ont pas mal évolué. Puis j'ai pas été un vrai camionneur. Moi, j'ai été un camionneur d'été et étudiant. Alors, j'ai fait ça fait longtemps. Puis à un moment donné, il y avait une anecdote où j'ai décidé de prendre le volant pour dire à quelqu'un, ben là, tu es loin un petit peu de la porte, là, puis je vais prendre la roue, puis je vais reculer ça, sauf que j'étais l'hiver. OK. Puis je l'ai avancé. Puis là, j'ai commencé à 5 pieds de la porte, puis là, j'étais rendu à 10. Puis là, j'ai dit, je vais avancer un peu pour reculer. Mais là, ça ne voulait pas reculer, fait que j'étais rendu à 15 pieds, j'étais rendu à 20 pieds. Puis l'histoire se termine quand je laisse tout ça dans le milieu de la cour. Puis là, je prends le téléphone, puis j'appelle un chauffeur, je dis, viens donc me reculer ça pas. Et voilà. Ça fait, je suis pas un vrai camionneur. Alors, ça se termine ainsi notre entrevue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, on reçoit Jean-Philippe Boutin, donc qui est le fils de M. Bernard Boutin. Alors, Jean-Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, là, on va parler. Vous avez écouté l'entrevue au complet qu'on vient de réaliser avec votre père. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'il a dit, là? Un petit résumé, peut-être? Ben, on est pas mal sur la même ligne de pensée en général, lui et moi, là, au niveau de comment on voit la relève, comment on... Les constatations qu'on fait par rapport à comment c'était quand lui a eu à reprendre l'entreprise versus le contexte dans lequel on évolue présentement. Fait que c'est assez semblable. Bon, Jean-Philippe, vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Oui, ça fait combien de temps là, que vous êtes à la barre dans l'entreprise? Dans l'entreprise, j'ai officiellement en 2009, à temps plein en tant qu'employé. Je suis rentré dans la compagnie, le directeur de prix de revient. Mais c'est sûr que ça fait depuis que j'ai l'âge de 10 ans, 11 ans que je viens les étés travailler au bureau. Au début, c'était quand il pleuvait, quand il faisait pas beau, j'avais rien à faire. Je venais faire un petit tour au bureau, travailler avec ma grand-mère ou avec ma mère. Mais avec les années, à un moment donné, j'ai eu des emplois plus stables. J'ai déjà travaillé sur l'entrepôt ici à Plessisville, conduisais des lifts, aidais au chargement, déchargement des remorques. J'ai travaillé au garage au niveau de la saisie de données d'un nouveau système informatique qu'on avait rentré à l'époque. J'ai travaillé 2 étés à Boucherville où j'ai fait du service à clientèle, un petit peu d'opération. Puis j'ai également occupé un poste quand j'étais à l'université au niveau du prix de revient, qui était proche de mon métier de comptable. Fait que ça fait officiellement 3 ans, mais j'ai grandi dedans. Voilà. Est-ce que vous êtes meilleur chauffeur de camion que votre père? Ça, c'est une question importante. Non, aucunement. Ça m'est arrivé une fois dans un rallye qu'on avait organisé chez nous, dans nos cours, de conduire un camion, mais aujourd'hui, la réglementation est beaucoup plus stricte. Faire sa classe 1, c'est quelque chose qui prend du temps. Faut y mettre du temps et de l'énergie. Puis moi, j'ai décidé de me spécialiser plutôt en tant que comptable, fait être plus dans les bureaux. Fait que j'ai pas pris le temps. J'aimerais ça, mais pour avoir mes permis, tout ça, j'en aurais pour un 2 ans, donc je peux pas l'envisager présentement. Peut-être un jour à la retraite, qui sait. Voilà. Vous faites partie de la relève. Donc, les défis, parce que vous en avez sûrement parlé à votre père aussi. Papa, je vois ça dans peut-être une dizaine d'années avec l'entreprise. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Les défis au niveau de l'entreprise, premièrement, il y a des défis à court terme à cause du contexte économique. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut modifier au fil du temps. Faire face à la musique un peu en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Mais à plus long terme, les défis qu'on voit sont très différents. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On en parle dans tous les domaines, mais au niveau de la main-d'œuvre, dans le camionnage, ça va être une très grande problématique.
Parce que, déjà en partant au niveau de la formation, les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, quelqu'un qui aurait un secondaire 5 voudrait faire un DEP en camionnage, pour l'instant, ne peut pas le faire. Parce que le jeune n'aura pas l'âge légal pour obtenir son permis de classe 1 à la fin de ses études. Donc, immédiatement à ce moment-là, on perd déjà beaucoup de gens qui pourraient faire partie de la relève de camionneurs. Puis c'est sûr qu'il y a tout l'impact démographique qu'on vit comme les autres entreprises. Donc ça, ce n'est un des très gros défis. Comment on va faire pour aller recruter de la main-d'œuvre, avoir les meilleurs, avoir des gens qui vont être des bons conducteurs. Ça, c'est un des plus gros défis. Sinon, ben, je pense que l'industrie du camionnage est là pour rester. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de risques, mais ça va toujours être de comment on fait pour rester le plus compétitif possible, comment on fait pour se démarquer des autres. Puis, c'est une entreprise de service, donc c'est un peu comme quand on va au restaurant, comme on parle tout le temps. Si une fois on n'est pas bien servi, ben, il va y avoir 10 autres restaurants autour, fait qu'on ne sera pas porté à retourner à cet endroit-là. Fait que c'est ça les gros enjeux. Oui, parce que les règles aussi sont de plus en plus strictes, même au niveau gouvernemental, là, par rapport aux heures de sommeil, exemple, pour ne nommer que celui-ci. Mais est-ce que vous avez d'autres règles plus strictes ou il faut arriver à gérer avec ça? Il faut arriver à gérer avec ça. On n'a pas le choix. On est tous soumis à cette réglementation-là. Il y a des organismes qui sont là pour s'assurer qu'on respecte cette réglementation-là également. Donc, oui, c'est un défi tous les jours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation. Comment va-t-on faire pour s'organiser différemment? Parfois, ça va engendrer certains coûts supplémentaires. Comment on fait pour réussir à les limiter? Ou sinon, ultimement, à réussir à demander aux clients de payer pour ça. C'est un défi de tous les jours, mais c'est pas... on vit avec ça. Mais le coût de l'essence! Est-ce qu'il y a des découragements? Dans notre cas, non. Dans l'industrie, il y a une mécanique de surcharge de carburant. On l'entend. Je sais que dans le transport aérien, c'est beaucoup moins commun parce que c'est inclus dans les prix où elle fluctue peu. Mais nous, on a un mécanisme de surcharge de carburant qui est en place, qui fluctue de semaine en semaine et qui sert à couvrir toutes les variations d'essence. Donc l'essence, depuis que l'industrie pas concerté, mais qui se sont tous pris en main et ont décidé d'avoir un mécanisme de calcul de surcharge de carburant. Quand tout le monde s'y met à le charger, c'est un risque qu'on est éliminé. Mais en tant que consommateur, on est rendu très exigeant. Donc, quand on arrive à faire des livraisons, des choses comme ça, il y a beaucoup de rendez-vous. Des expéditeurs nous demandent d'arriver à telle heure, pas de minute avant, pas de minute après, mais on sait que quand on est en camion, on sait à quelle heure on part. Mais surtout à Montréal, on peut avoir du trafic à n'importe quelle heure du jour. Donc, parfois, ça peut prendre 15 minutes de faire l'itinéraire, des fois, ça en va prendre une heure. On n'est pas à l'abri des bris non plus, des accidents. Donc, c'est plutôt là, des fois, que c'est plus difficile. Comment allier ce service est toujours dans un contexte où les gens cherchent à payer le moins cher. Il faut peut-être se regarder en tant que consommateur pour comprendre dans quel domaine qu'on vit. En général, on ne veut pas payer cher, on va avoir nos choses rapidement. Ben, ça se ressent dans le niveau de service qu'on doit offrir. OK. Mais est-ce qu'il y a des phases, des fois, de découragement? Parce que c'est à tous les jours, hein? Il s'en produit des choses dans une journée. C'est sûr que ça produit des choses. On ne sait pas quand on rentre au travail le matin, là. Hein? C'est sûr qu'il y a des journées que, oui, on va avoir des coups plus durs, mais pour le meilleur et pour le pire. Il y a des journées que, on dirait que ça arrive par passe. Il y a un 3 mois, à un moment donné, c'est un client après l'autre, ça va bien. On réussit à décrocher des nouveaux contrats, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, plus tard, un autre 3 mois, oups, là, c'est tel client ne veut plus faire affaire avec nous, on a eu de la misère avec le service-là, puis là. Mais ça fait partie de la business, ça fait partie des risques, puis on apprend à vivre avec ça. Ouais, c'est le fameux cahier de commande. Vous, votre niveau de stress, c'est quoi? Faut qu'il 3 mois d'avance, 6 mois d'avance? On peut même pas le prévoir, parce que la majorité des clients ont de la misère à planifier, à prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça, c'est un peu dû aussi par les secteurs d'économie qu'on couvre. Quelqu'un qui est dans le domaine de la construction, rénovation, on peut avoir une idée de c'est quoi les cahiers de commande, mais connaîtront. Si le distributeur en fait ne connaîtra pas nécessairement c'est quoi le cahier de charge de son entrepreneur. Donc, il y a des idées de comment ça s'enligne, mais sans plus. Nous, c'est vraiment, comme mon père l'expliquait tantôt, une semaine, ça peut rouler à côté. On aurait besoin de 10 camions de plus pour réussir à faire la semaine. Puis d'autres semaines, on en a 10 de trop. C'est vraiment très, très, très changeant. Donc, oui, on regarde un peu long terme quand même, mais le camionnage, c'est beaucoup d'instantané. C'est rapide, on a une demande, il faut la régler tout de suite. Le volume augmente rapidement, mais diminue également rapidement. Et juste avant de conclure, on vous a sûrement déjà posé la question, toi Jean-Philippe, et que c'est donc facile, hein? Tu travailles pour ton père.
Ah, tout va bien pour toi. Non, au contraire. Vas-y. Les gens, j'ai souvent entendu, ça doit pas être facile de travailler avec son père. Ah, Mais pourtant, moi, c'est pas une problématique. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Là. Mais il faut dire que j'ai quand même un bon respect pour l'autorité. Je suis un peu. Tantôt, quand il expliquait justement que il prend pas le. Quand il voulait faire des choses, il en parlait avant, il demandait la permission. Je suis un peu dans le même genre. Je veux pas brusquer les choses, une étape à la fois. Je suis aussi conscient que je fais partie d'une structure, donc il y a des gens autour de moi. Il y a une équipe de direction. Chacun a notre département, notre rôle à jouer. Donc, j'irai pas m'ingérer ailleurs. Donc, non, c'est pas. Je me suis souvent fait poser la question inverse, puis ça va bien. Puis de l'avoir facile, non, je pense que les gens comprennent que d'être en situation de relève d'entreprise, travailler dans une entreprise, que c'est pas toujours facile, puis que il faut y mettre du temps et des efforts. oui. Est-ce que vous faites dire que vous ressemblez plus à votre père ou à votre grand-père dans le mode de gestion? Là? Différent, Oui? quand même. Ils reconnaissent une certaine différence, puis surtout fait, c'est dû au fait qu'on n'est pas de la même génération, je pense. Mais sinon, au niveau de beaucoup de choses, dans les façons de penser, dans les façons d'agir, la façon d'être, c'est sûr qu'on me dit souvent que je ressemble à mon père beaucoup. Voilà, oui. Oui, je pense que moi aussi, je me suis commis là-dedans aussi. Mais en guise de conclusion, là, la fierté du Véboutin, là, comment on doit voir ça? Donnez-nous notre vision de vous, du Véboutin. Nous, moi, la compagnie où je la vois, c'est il faut qu'on reste parmi les plus gros transporteurs au Québec. Mais c'est toujours dans le service. Être reconnu pour être des bons transporteurs. Être une compagnie que quand on appelle là, c'est pas un casse-tête de donner notre transport au groupe Boutin. Parce que pour plusieurs décideurs en entreprise, les gens, quand ils sont à l'expédition, pour la majorité, le transport, c'est une épine dans le pied. Ça peut être difficile et tout ça. Donc, s'ils savent qu'ils peuvent appeler chez nous et que c'est facile, ben, je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à se démarquer. Puis c'est d'avoir une renommée qui nous suit, qui nous précède, c'est-à-dire. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Hein? Merci. Quel plaisir.